Ça enregistre. Silence, on tourne. On va étudier les halakhot de Hanouka, les lois concernant Hanouka, puisque samedi soir, on commence la fête de Hanouka. Ça fait, d'après mes recherches, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu cette fixation-là, que ça commence un samedi soir. C'était 93, Ran Tafshin Nun Gimel, et maintenant Tafshin Ain Gimel. Ça fait 20 ans. 20 ans que ça n'a jamais commencé samedi soir. Bekitsour, donc c'est comme ça commence samedi soir, ça finit samedi soir d'après, toujours, jusqu'à 8 jours. Donc le samedi soir on allume une lumière, et la semaine d'après on allumera 8 lumières samedi soir. Alors qu'est-ce qui se passe? Hanouka, étant donné que c'est, bien que ce soit une fête, une mitzvah des sages qui est liée avec le temps, puisque si vous allumez vendredi soir, vous n'avez rien fait, ça commence samedi soir, et si vous continuez à allumer jusqu'à Purim, vous n'avez rien fait non plus. Donc c'est une mitzvah liée au temps. Et donc, évidemment, on pose une question. Une mitzvah liée au temps, on a un principe qu'elle n'est pas respectée par les femmes. Mitzvot liées au temps. Les femmes ne font les mitzvot positives que quand elles ne sont pas liées au temps. Par contre, c'est un klal. Toute mitzvah négative, les femmes les font. Sauf l'interdiction de se rendre impur pour un mort, pour une fille Cohen. Un Cohen ne doit pas se rendre impur pour un mort. Mais une fille, oui. Une fille Cohen, elle peut. Donc c'est une mitzvah négative que les femmes peuvent faire. Et bal takif, bal tashrit. Ne pas se raser avec un rasoir au-dessus de la tempe. C'est takif. Ça représente le principe de la tonsure des prêtres. Et bal tashrit, c'est le fait de détruire les poils qui sont en dessous de la tempe. Vous voyez, là où vous avez le condyle d'articulation, ce qui est au-dessus, ça fait partie des cheveux, ce qui est en dessous, ça fait partie de la barbe. Alors, les hommes n'ont pas le droit de raser ces deux endroits-là au rasoir, mais les femmes, oui. Donc, il y a 3 mitzvot négatifs que les femmes peuvent ne pas faire. Se rendre impur pour un mort, pour une femme, se raser au-dessus de la tempe, se raser en dessous de la tempe. Donc ça c'est les mitzvot négatives. Toutes les autres négatives, les femmes doivent les faire. Pas voler, pas tuer, pas manger de trametz, pas manger à kippour, etc. Ça tous les gens le font, hommes et femmes. Maintenant les mitzvot positives, qu'elles soient deoraita ou drabanan, que ce soit instauré d'après la Torah ou que ce soit les sages qui l'ont instauré, les femmes ne sont tenues que si ce n'est pas lié au temps. Donc la question se pose. Donc une femme n'est pas liée, n'est pas tenue d'écouter le chauffard, n'est pas obligée de secouer le loulav, n'est pas obligée de faire moussaf, par exemple, la tefila de moussaf. Et donc je pose la question sur Hanouka. Puisque c'est lié au temps, pourquoi elles la font? Alors on répond tout simplement parce qu'elles étaient impliquées complètement dans l'histoire de Hanouka. Comme on voit avec les filles des Hashmonaïm qui ont participé à la guerre comme leurs frères, et comme on voit beaucoup d'aventures qu'il y a eu dans la guerre des Maccabim qui a duré plusieurs années, avec la fameuse histoire de Yehudit, Hana qui a jeté ses enfants, etc. Donc on voit que les femmes, étant donné qu'elles étaient dans l'histoire, donc on ne va pas les pénaliser en leur disant, comme c'est lié au temps, vous ne les faites pas, mais les femmes sont, comme les hommes, tenues d'allumer la lumière de Hanouka. Et donc, comme on dit
nafkamina, ce qui découle de ça, c'est que si, dans un couple, par exemple, qu'à Dieu ne plaise, il y a un mari qui est aveugle, vous connaissez des couples comme ça, le mari est aveugle et la femme voit, alors on préférera que ce soit la femme qui allume et qui rende quitte le mari, puisqu'elle voit, et lui ne voit pas. Le kidouche, la Haggadah de Pessah, etc., on peut le laisser faire, s'il connaît par cœur, bien évidemment. Mais si... mais quand il s'agit de mitzvot liés avec la vue, comme les bougies de Hanouka ou les bougies de Shabbat, on laisse la femme le faire plutôt que le mari. Et donc c'est le cas classique. Autre cas moins agréable, que Dieu préserve, si le mari est devenu fou, ou qui devient schizophrène, ce que je sais, où il n'y a que des gens malades dans la maison, la femme peut prendre sur elle l'allumer pour tout le monde. Pareil, une femme qui n'est pas mariée, ou qui est seule, quelle que soit la raison pour laquelle elle est seule, elle ne doit pas dire, il n'y a personne pour allumer, je n'allume pas. Donc, toute femme est tenue d'allumer comme l'homme. Et pas seulement elle est tenue d'allumer comme l'homme, ça veut dire que quand l'homme allume, il doit penser à rendre quitte sa femme. Et si la femme allume, elle doit penser à rendre quitte son mari. C'est comme ça que ça marche. Donc on voit bien que ce n'est pas seulement une mitzvah liée au temps, mais c'est une mitzvah entièrement égalitaire avec l'homme. Bien qu'elle soit liée au temps. On s'en fiche. Donc, et donc, deuxième implication, c'est que tu ne peux pas dire oh moi j'ai allumé hier soir, ça va, hein. Pas allumer tous les jours quand même. Il suffit d'allumer le samedi soir, la première allumage, et puis après, ça va, je suis occupé, je n'allumerai pas. Donc on voit que la mitzvah, elle touche les femmes, et pendant les 8 jours. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est la première question qu'on a posée. Quand est-ce qu'on doit allumer? À quel moment doit-on allumer? D'accord? Alors, le Talmud nous dit Mishetishka Achama. Quand le soleil se couche. Quand le soleil se couche. Donc le Talmud nous dit ça. Évidemment, comme c'est un Talmud difficile à comprendre, alors les Géonim et les Rishonim, qui sont venus après, interprètent ce Talmud. Il y en a qui disent, quand le soleil se couche, c'est-à-dire quand il a fini de se coucher, c'est-à-dire quand la nuit commence, quand la nuit commence, quand les 3 étoiles qui signifient la nuit, 3 étoiles moyennes, commencent à briller, c'est ça le temps d'allumage. Les séfarades font ça, ils tiennent d'après ça. Qui tiennent du minag séfarade, ils disent Mishetishka, quand le soleil s'est couché, c'est-à-dire il est couché, donc s'il est couché, donc il n'y reste plus rien de jour. Vous savez très bien, ou vous ne le savez pas, que dans le coucher du soleil, il y a 2 temps. Il y a le moment où le soleil se couche, c'est-à-dire si vous êtes devant la mer, par exemple, vous êtes au bord de la mer, vous avez loué une suite au Hilton de Tel Aviv, et vous avez droit au coucher du soleil. Alors regardez bien, vous regardez votre montre, quand vous voyez la boule du soleil disparaître, noyée dans l'océan, dans la mer, regardez, c'est ce qu'on appelle la shkia, le coucher du soleil. Mais c'est le premier coucher du soleil. Il y en a 2 en fait, il y a 2 couchers du soleil. Premier coucher du soleil, donc c'est quand vous ne voyez plus la boule, mais vous voyez encore de la lumière, le ciel est bleu. Moi je l'ai fait dans l'armée. Je me suis amusé dans l'armée, vous avez beaucoup de temps perdu, et je me suis amusé à le faire dans l'armée. Donc je vais vous raconter la suite, vous allez comprendre. En Israël, pas en France ou en Amérique, en Israël particulièrement, comme ça, c'est l'Orient, il y a encore, vous comptez 13 minutes
13 minutes après ce coucher du soleil, vous n'avez donc pas seulement la boule qui a disparu, mais même la lumière a disparu. Et là, vous voyez les étoiles très bien, et le ciel est presque noir. C'est ce qu'on appelle la deuxième shkia, deuxième coucher du soleil. Et 7 minutes après, vous avez les 3 étoiles et la nuit, ce qui est appelé la nuit. Vous avez donc 2 shkiyot. Le premier coucher du soleil, c'est la boule qui disparaît de l'horizon, et après, quand la lumière disparaît de l'horizon. Et moi, donc, à l'armée, n'ayant rien à faire la plupart du temps, je m'amusais à vérifier ça. Sans calendrier, mais j'avais un calendrier, mais sans calendrier, je me mettais dehors. Donc, en général, dans l'armée, vous n'avez pas de lampadaire, etc., dans la campagne. Donc, vous mettez dehors, vous lisez un livre clair, pas de mouche, d'accord ? Vous lisez un livre, vous lisez tranquillement le livre, vous faites des télim, par exemple, vous voyez brusquement que c'est moins clair. Vous regardez la montre, première shkia. Et c'était au millimètre près, quoi, ça veut dire. Vous lisez le livre, vous voyez très bien, et brusquement, tac, vous voyez qu'il y a une baisse de lumière, vous regardez la montre, première shkia, premier coucher du soleil, qui est 20 minutes avant la nuit. Vous continuez à lire, vous pouvez lire, parce que la boule, il n'y a plus de soleil, mais il y a de la lumière. Vous continuez à lire, tac, vous voyez que vous ne pouvez plus lire du tout, presque. Vous voyez que 13 minutes sont passées. Donc c'est pas du pipeau que les Rachamim ont inventé, c'est une réalité astronomique. Mais en Israël, comme dit le Ben Ishraï, nous marchons d'après l'Orient. Donc chez nous c'est 20 minutes, 13 et 7, mais il ne faut pas tenir compte de ça du tout en France par exemple. En France, la shkia, des fois c'est 1h12. Donc le coucher du soleil commence, vous avez largement le temps avant le deuxième shkia. Et en Amérique, en Australie, dans chaque endroit du monde, c'est pas de la même façon qu'on calcule les couchers du soleil. Donc les chiffres que je vous donne, et ceux qui nous regardent sur le site, qui ne prennent pas ça pour faire la même chose en France ou en Amérique, c'est valable sur Israël. C'est ce qu'on appelle le calendrier de l'Orient. Donc c'est en Israël, au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte. Dans ces pays-là, ils faisaient comme ça. Ils tenaient de ces horaires-là. D'accord ? Donc, les séfarades, ils tiennent donc Mishetishka Kama, quand le soleil s'est couché, c'est-à-dire quand il n'y a plus de soleil du tout, c'est-à-dire 20 minutes après le coucher du soleil inscrit sur le calendrier. Ce qu'on appelle les 3 étoiles. Maintenant, les autres Rishonim, ils disent non, Mishetishka Kama, c'est à partir de la première shkia. Comme le nom l'indique dans le Talmud. Mishetishka Rama, quand le soleil se couche. Donc certains disent 20 minutes avant la nuit, il faut allumer. D'autres disent il faut allumer entre les deux. En tous les cas, de toute opinion, il faut que ça tienne une demi-heure d'hiver, quand il y a eu les 3 étoiles. C'est-à-dire allumer, c'est une discussion. Mais combien de temps ça doit tenir, ça tout le monde est d'accord. Ça doit tenir au moins une demi-heure de nuit totale, de vraie nuit. Donc en hiver, les heures sont plus courtes qu'en été. Vous savez quand il s'agit d'astronomie, on va d'après les heures 60 minutes. Mais quand il s'agit de mitzvot, on va d'après les heures zmaniot, ce qu'on appelle. Les heures zmaniot, c'est-à-dire les heures de nuit et de jour. Donc en journée, vous comptez 12 heures de jour, c'est des heures beaucoup plus petites, puisque le jour est plus court en hiver. Mais les heures de nuit sont plus longues, parce que la nuit est plus longue. En été, c'est le contraire. Les heures de jour sont plus longues que les heures de nuit. Donc vous ne faites pas du 60 minutes, vous prenez le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, vous coupez en 12. Donc automatiquement en hiver vous avez des heures qui ne font que 50 minutes, et en été vous avez des heures qui font 1h10. D'accord ? Donc quand on vous dit une demi-heure, on parle d'une demi-heure
de zmanit, c'est-à-dire ce serait 20 minutes. Mais en fait, tout le monde s'accorde à pousser ça jusqu'à une heure, une véritable demi-heure réelle sur la montre. Donc pendant Hanouka, en général, en Israël, la nuit est à 5 heures. Donc, ça doit au moins durer jusqu'à 5h30. Maintenant, si ça dure plus, et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand vous achetez de la bonne huile ou que vous prenez des grandes bougies blanches, ça dure beaucoup plus qu'une demi-heure. Donc la question se pose là-bas, chez les décisionnaires, est-ce que, après une demi-heure, j'ai le droit de me servir des lumières? Est-ce que si j'ai des enfants qui me cassent les pieds, j'ai le droit de les éteindre? Ou si je vais partir à un mariage et que j'ai peur que ça prenne feu, est-ce que j'ai le droit de les éteindre ou pas? Alors on dit oui, si tu as pris la décision avant, en disant voilà, j'ai un mariage, bon, comme c'est des orthodoxes, c'est au moins 1 heure de retard, comme c'est Hanouka, c'est au moins 1h30 de retard, et quand c'est des Chabad, c'est 2 heures de retard, donc vous êtes tranquille, vous savez que vous pouvez arriver à 7 heures, s'il y avait écrit sur la carte 5 heures. Et vous ne ratez rien, ni le buffet, ni le khatan, ni la kala, ni le verre cassé, rien du tout. Tranquillos, vous arrivez à 7 heures. Moi, une fois que je suis arrivé dans un mariage, parce que moi je suis très yéké, s'il y a écrit 6 heures, je dis j'ai un cours, donc à 6 heures la repas, sinon je m'en vais. Là, alors le papa me dit bien sûr, mais oui, on vous attend pour une bracha, ça sera à l'heure, vous inquiétez pas de problème. J'ai dit c'est pas de problème, mais j'ai un cours à 8 heures, donc il faut que ça soit fini à l'heure. Pas de problème. Moi, comme un idiot, j'arrive à 6h30, je dis bon, 6h, ça sera 6h30. J'arrive dans la salle, tout éteint. Et le patron me dit, Madame, qu'est-ce que tu veux? Bah, je lui dis, le mariage, il dit, oui, c'est là. Je lui dis, mais il est 6h30. Il dit, alors, jamais personne n'est là, ni les tables mises, ni les chaises mises. Je lui dis, bon, ça sera certainement à l'heure. Je dis, bon, écoute, si dans une demi-heure, tout n'est pas en piste, je m'en vais. Évidemment, à 7 heures, il y avait à peine les assiettes sur la table. Il n'y avait ni l'ombre du rave, ni le souffle du foulard de la kala. Donc j'ai repris mes clics et mes claques et je suis parti. Et après, le père m'a dit, ah, mais vous n'êtes pas venu, c'est pas gentil, vous n'êtes pas venu. J'ai dit, je suis venu, mais vous n'étiez pas encore là. Donc vous avez donc un programme, vous dites, attends. Je vais au mariage, mais j'ai peur. Avec les rideaux et le vent, la moquette et tout, j'ai peur que ça tombe, ça brûle, on ne sait jamais. Ou alors je laisse mes petits-enfants en train de gesticuler autour des trucs, j'ai très peur de ça. Donc je dis, a priori je dis, j'allume que ça dure jusqu'à 5h30. À 5h30, quand je change de cravate pour aller au mariage, j'éteins. Comme ça. Et vous avez le droit de faire ça si vous avez fait la condition. Si vous n'avez pas fait la condition, vous ne pouvez pas éteindre. Parce que, bien que vous ayez fait la mitzvah une demi-heure, vous n'avez pas le droit de saboter la mitzvah quand elle est en train de se prolonger. Idem si vous allez dormir. Vous avez mis trop d'huile, il est minuit, elles sont encore allumées vos bougies, vos lumières. Pareil, si vous avez peur que ça brûle, que ça tombe, parce que je sais moi, l'année dernière il y a une dame qui est morte comme ça, dans la rue d'à côté, une vieille dame, elle ne pouvait pas bouger dans son... Alors son fils a allumé les bougies, enfin la menorah, et en plein Shabbat, la menorah elle est tombée. Et comme la peau elle ne pouvait pas bouger tellement, la maison a pris feu et elle est morte. Alors c'est pas la peine, on n'a pas demandé de mourir pour des bougies de Hanouka quand même. Donc il eût mieux valu qu'elle en mette des plus petites pour être sûr que ça ne durerait pas trop longtemps. Donc le Kitsour, l'obligation c'est que ça dure une demi-heure dans la nuit, mais vous pouvez moduler. Maintenant, si vous voulez économiser l'huile, aujourd'hui ça se fait pas tellement, puisque ça coûte pas grand-chose l'huile pour allumer. Même l'huile d'olive, c'est pas la fin du monde, c'est pas comme avant,
Et des gens, ils économisaient depuis Yom Kippour pour avoir de l'huile d'olive de Hanouka. Aujourd'hui, bon, au Hachem, vous avez la tire larigot, de l'huile, de la vraie, de la fausse, de l'allumage, faire des salades, tout ce qu'il faut. Une abondance. Donc, ça se fait pas trop aujourd'hui de dire ah, je vais mettre des petits trucs pour pas que ça dure trop longtemps. Donc, en général, on n'aime pas trop éteindre maintenant s'il n'y a pas une raison de sécurité. D'accord ? Deuxième précision, le shamash. On met un shamash. À l'origine, le shamash était là pour éviter que les gens utilisent les lumières. Il y a une discussion dans le Talmud si on a le droit ou pas d'utiliser les lumières de Hanouka. Conclusion, on n'a pas le droit de s'en servir. C'est pas comme les lumières de Shabbat où il y a une mitzvah de s'en servir. À Hanouka, c'est le contraire, on n'a pas le droit de s'en servir. Donc, comme on n'a pas le droit de s'en servir, les sages nous ont instauré un shamash qui est soit comme une lumière elle-même de la même taille et la même forme, soit comme nous avons le minhag chez nous de prendre un shamash en cire. Comme ça permet d'allumer en même temps et en même temps ça permet de différencier le shamash des lumières. Bon, ça ne change rien. Le shamash sert au cas où vous auriez une tentation de vous servir des lumières. Et c'est tellement grave de se servir des lumières que même compter par exemple de l'argent. Vous voulez faire la différence entre une pièce comme ça et une pièce comme ça, donc c'est pas un grand usage, vous n'êtes pas en train de lire ou tricoter. Stable, vous regardez dans votre main, si ce que vous avez dans votre main c'est un euro européen ou alors ou 10 shekels, vous savez, c'est la même pièce. Ouais. Donc vous voulez voir, comme ça, par acquis de conscience, si c'est 1 euro ou 10 shekels, vous n'avez pas le droit de le faire à Hanouka, parce que vous vous servez des lumières de Hanouka pour ça. D'accord ? Même éteindre les lumières, exprès, vous êtes très poétique, vous éteignez toute la maison, et vous dites, tiens, je vais m'asseoir devant la Hanoukia, éteignons les lumières. D'accord ? Il vaut mieux éviter de faire ça, parce que vous risquez de vous servir des lumières. Parce que quand vous marchez pour aller à la cuisine, vous voulez vous faire un thé pendant que les bougies brûlent, vous avez besoin de lumière pour aller à la cuisine, vous avez tout éteint. Donc qu'est-ce que vous utilisez ? Les lumières de Hanouka quand vous marchez. Donc il faut éviter. Donc c'est pour ça que les Kharamim ont dit un shamash. Ah, maintenant vous allez dire, mais aujourd'hui, il y a les néons, il y a les spots, donc j'ai plus besoin du shamash. Alors on vous dit non. Le shamash, il a une importance d'après la Kabbalah très, très grande. Et donc il faut avoir un shamash même si vous avez de la lumière électrique dans la maison. Donc il ne faut pas dire aujourd'hui ça sert à rien le shamash. La lumière électrique l'a remplacé, donc j'allume un Hanoukia et tant pis pour le shamash. Comme je vous l'ai raconté cette histoire 3000 fois, mais elle est intéressante. Je disais un vendredi soir, nous étions à table, donc nous avions les bougies de Shabbat d'un côté, les bougies de Hanouka de l'autre côté, et je disais, j'affirmais de façon insolente qu'effectivement aujourd'hui le shamash ne sert à rien, puisque nous avons l'électricité. N'ai-je pas fini de dire la phrase, tac, que toute l'électricité s'éteint dans la maison. Et ma femme de me dire, voilà ce que c'est d'inventer des principes, puisque le shamash, il faut le garder. Alors je dis, devant tout le monde, je fais tchouva, le shamash, il faut l'allumer, même si on a la lumière. Eh bien, vous me croyez ou pas, la lumière est revenue. Et jusqu'à maintenant, les électriciens me disent c'est impossible, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle un ketser, ça a sauté. Donc, ça ne pouvait pas en revenir. Et jusqu'à maintenant,
Je ne sais pas pourquoi c'est revenu. Donc je pense que c'est à cause de ma tchouva que c'est revenu. Donc c'était un autre miracle de Hanouka. Qui voulait dire arrête d'ouvrir ta bouche pour dire des choses qui ne sont pas exactes. Et donc on voit que même s'il y a de l'électricité, il faut mettre un shamash et ne pas faire le comment on appelle ça, le sec, en disant oh non, les bougies suffisent, ça, c'est le shamash qui s'arrête. Voilà. Troisième halakha, si quelqu'un a oublié d'allumer un jour, ou qu'il a été coincé, qu'à Dieu ne plaise, c'est arrivé à quelqu'un qui est venu de chez le Rabbi, de New York. Il est parti de New York à l'heure où on ne pouvait pas allumer, c'était trop tôt. Il s'est retrouvé dans l'avion dès qu'il a voulu allumer une bougie, parce qu'il dit je vais allumer la bougie au moins dans l'avion. L'hôtesse a menacé de l'assommer, c'était dangereux. D'un autre côté, vous êtes au courant, et c'est intéressant parce que vous allez apprendre quelque chose, c'est que Shabbat, si vous n'avez rien pour allumer, vous pouvez allumer des néons. Si vous n'avez rien, les voisins n'ont pas de bougie, vous n'avez pas d'huile, vous n'avez pas d'allumettes, vous êtes coincés. Et les magasins sont fermés, et vous allez vous dire, comment je vais faire Shabbat, comment j'allume mes bougies? Alors vous avez le droit, Shabbat, d'éteindre vos lumières, d'appuyer dessus et dire bon, Rata Hashem, les Adlik Nershel Shabbat Kodesh. Parce que pour Shabbat, on a le droit de se servir de l'électricité quand on n'a pas de bougie ou d'huile. Mais Shabbat, mais Hanouka, non. Hanouka, il faut un combustible et une mèche. Débrouillez-vous. Que vous preniez du pétrole, de l'huile d'olive, de la paraffine, ce que je sais moi, du spirit, ce que vous voulez, dès que vous avez un combustible quelconque et une mèche quelconque, c'est bon. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire la bracha sur une Hanoukia. C'est pour ça que les gens qui allument dans les rues, les Chabad qui allument dans les rues, il faut faire attention à ce qu'il y ait au moins un chiffon pour servir de mèche et du pétrole pour servir de combustible. Il faut les deux. Mais Shabbat, vous n'avez pas ce principe-là. On n'a pas été rigoureux, Shabbat, des mêmes dynimes, donc vous pouvez allumer de l'électricité Shabbat, si vous n'avez rien. Moi, ça m'est arrivé dans l'armée, encore une fois. J'avais rien pour allumer les bougies de Shabbat, ben, j'ai éteint les néons, j'ai appuyé. Et j'ai rendu quitte les gens du Shabbat. Les Hanouka, non, ça ne marche pas. Donc ce monsieur qui était dans l'avion, d'un saint pèlerinage chez le Rabbi, il se retrouve dans l'avion, et la bonne femme de l'hôtesse lui dit, monsieur, vous êtes tapé du système, on n'allume pas une bougie sur la table. Il a dit une demi-heure seulement. Elle dit, vous allumez, j'appelle le steward et on vous descend à ce que je sais moi sur la mer. Donc le monsieur, il a été coincé. La nuit, il est arrivé sur Paris, le jour était déjà levé. Ah oui, parce que vous rattrapez le soleil quand vous venez de l'ouest. Vous rattrapez le soleil, donc au moment où vous ouvrez les yeux, vous avez cru que vous avez dormi 2 heures, puis putain, vous voyez, ça y est, vous êtes à Roissy, parce que vous allez dans le sens, vous rencontrez le soleil, donc la nuit est plus courte. Donc il a raté un allumage. Et ça peut arriver très souvent. Il y a des gens qui font comme ça. J'ai le temps. Oh, 2 heures du matin, moi j'ai le temps, et puis hop, et puis le jour se lève. Donc il y a des gens qui disent, bah tiens, c'est comme tout, on peut rattraper. Demain j'allume 2. On te dit non. Chaque jour est un jour à part. La preuve, c'est que d'après la halakha pure, pas le hidour qu'on fait aujourd'hui tous, la halakha pure, il suffirait chaque jour d'allumer une chaque jour. Mais non, nous on fait la méadrine, on rajoute une tous les jours. Mais d'après la halakha pure, une seule suffit. Si vous êtes coincé dans un endroit, vous êtes le 5e jour, vous n'avez qu'une lampe, eh ben vous l'allumez, c'est tout. Pas besoin de dire, ah, je suis pas quitte, il n'y en a pas 5.
Non, une seule suffit. Et le lendemain, vous rattrapez. Le lendemain, vous faites 6, si c'est le lendemain 6. Vous avez compris? Donc, l'allumage de Hanouka ne peut pas être rattrapable. Parce que le lendemain, vous avez une lumière de plus. Donc, vous ne pouvez pas rattraper le 3e jour, le 4e jour. Donc, vous avez raté, vous avez raté. Votre Hanouka n'aura que 7 allumages au lieu de 8. Donc, c'est pourquoi les sages, qui, comme leur nom l'indique, est l'été, ils ont permis, si vous êtes coincé, d'allumer bien avant le coucher du soleil, à la 2e partie de l'après-midi, ce qu'on appelle Plaga Mincha. Donc vers 2h30, 3h, il faut voir sur le calendrier, vous pouvez allumer à partir de 2h30, 3h, bien évidemment, il faut que ça tienne jusqu'à 5h30. Donc vous devez prendre vos dispositions pour que ça soit long. Mais si vous êtes obligé de vous déranger, par exemple, question classique, question classique. Vous êtes invité à un mariage, à Foula ou à, ce que je sais moi, Beersheba ou Tzfat. Vous dites, attends, il faut 4 heures de voyage, 3 heures de voyage, à quelle heure je vais allumer? On retourne, mais il sera déjà 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'il vaut mieux allumer à 3 heures du matin tout seul? Alors on dit non. Pourquoi tu allumes à 3 heures du matin tout seul? Allume à 3 heures de l'après-midi, mais que ça dure jusqu'à 5h30, même si tu n'es pas là. Donc on peut allumer bien avant le coucher du soleil, quand on est coincé, à condition que ça dure jusqu'à la nuit. Et que nous, quand on était chez le rabbi, c'est ce qu'on a fait, pour pas... Étant donné que j'ai dit, si on n'allume pas maintenant, on ne pourra pas allumer du tout, donc avant de prendre le taxi pour l'aéroport, à 3 heures l'après-midi à New York, on a allumé, tout le monde a allumé en plein jour, avec des bougies suffisamment longues, pour être sûr que ça dure jusqu'à une demi-heure dans la nuit à New York. Mais vous savez, donc on était quitte. Rester devant? Non, il n'y a aucune mitzvah de rester devant. Bon, on reste devant parce qu'on aime ça, c'est sympathique, parce qu'on veut faire honneur aux bougies. Mais en fait, il n'y a aucune obligation. Et si je dois partir vous partez. À 4h30 vous allumez, vous partez. Et je peux éteindre? Ben non, on a dit, vous pouvez éteindre que si vous partez une demi-heure après dans la nuit, si vous l'avez décidé avant. Nous l'avons dit tout à l'heure déjà. Donc, Bekitsu, voilà, ça c'est l'essentiel. Si vous avez une question, avant qu'on passe à l'autre truc. Le soir, jusqu'à quelle heure on peut allumer? Alors, il y a une marloquette, encore une fois, entre les poskim. Il y en a qui disent, comme le Talmud nous dit qu'il faut allumer tant qu'il y a des gens dans le chouk. Tant qu'il y a encore des gens dans le chouk, c'est-à-dire dans la rue, quoi, dans la vie. Alors, il y a des poskim séfarades, des durs, le Rav Ovadia Yosef, il dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, tu as raté l'allumage entre 5h et 5h30, il ne peut plus. Puisque c'était comme ça dans le chouk. D'accord? D'autres poskim disent, regarde. Dans le chouk, dans le Talmud, je comprends. À 5h30, effectivement, les gens, il n'y avait plus personne. Et c'est ce qui se passe dans les Yishuvim. Des petites implantations. Effectivement, vous auriez à 5h, 6h, il n'y a plus personne dans les rues. Là, effectivement, la question se pose. Mais si vous habitez une grande ville, d'accord, vous avez du monde très tard, qui marche. Même dans les quartiers dortoirs, comme on dit, il y a toujours des gens qui passent. Pas que des voyous. Il y a même des gens normaux qui se garent, qui viennent de la Macolette, qui viennent d'un centre commercial, de la pharmacie. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas l'impossibilité de rencontrer des gens en pleine nuit. Vous allez à Manhattan, c'est ouvert toute la nuit. Vous allez à Paris, c'est ouvert toute la nuit. Vous allez à Tel Aviv, c'est ouvert toute la nuit. Et même à Jérusalem, qui est une ville un peu calme, vous avez du monde très très tard. C'est fini le temps où, à 5h, les gens rentrent chez eux, ils ne sortent plus. Il y a toujours des gens qui bougent. Donc il y en a qui disent, très bien, ce que la Gemara dit, ça marche encore. Donc il y a très tard, on peut encore le faire.
Donc la plupart des décisionnaires disent ça. Maintenant, il y a d'autres décisionnaires qui disent carrément autrement. Ils disent, à l'époque, on allumait dehors, donc effectivement, il fallait faire attention aux horaires, s'il y a des gens qui passent ou pas. Mais aujourd'hui, on allume dedans. C'est-à-dire, à cause de l'exil, on se préoccupe surtout d'allumer la maison plutôt que d'allumer l'extérieur. Et donc, la diffusion du miracle, je ne la fais qu'à ma famille, en fait. Et donc, à ce moment-là, si je dis ça, eh ben, tant que quelqu'un ne dort pas, ben, il peut allumer. À ce moment-là, toute la nuit serait valable pour allumer, puisque je ne cherche pas à diffuser le miracle à la rue. Je ne suis pas tributaire de la rue, je suis tributaire que des gens de ma famille, et moi-même y compris. Et donc, cette chita-là, elle est la plus allégeante, en fait. Elle vous dit, tu arrives à 3 h du matin, même si toute ta famille dort, tant que toi tu dors pas, tu restes une demi-heure devant les bougies, ben ça va, tu as été quitte, puisque tu as fait quand même la misa pour toi. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est allumer, aller dormir, parce que dans ce cas-là, plus personne dans la rue, plus personne dans la maison. Mais si au moins il reste une personne, c'est bon. Donc c'est une marque-loquette entre décisionnaires, d'accord? Donc effectivement, si vous tenez, comme le Rav Ovadia Yosef, que c'est vraiment le chouk de Talmud, alors lui il est très très dur, il vous dit, le mari travaille, il sort à 7 h, eh ben tant pis que la femme allume. Vous avez dépassé 5 h, c'est fini. La femme n'est pas là, que le fils allume. Après c'est foutu. Ben, il dit pas comme ça, il dit, il se fasse nous. D'accord? Lui c'est le plus dur. Maintenant les autres séfarades sont plus cool, ils vous disent non, c'est beaucoup plus large en fonction de la ville où vous habitez. Et les autres disent non problème, tant qu'il y a des gens dans la maison, c'est bon. Donc effectivement, si vous allumez dans la maison, ça ne sert à rien d'allumer dehors, à l'extérieur. Pourquoi ils mettent les chanouillottes devant la fenêtre? Comme ça, ils gagnent les deux. En même temps, ils allument pour la maison, et en même temps, ils diffusent le miracle à l'extérieur. Il y en a beaucoup qui font ça. Oui. Mais ça n'est valable d'allumer à la fenêtre que si, quand vous êtes dehors, vous pouvez le voir sans faire ça. Il faut qu'il y ait moins de 10 mètres de haut. Si vous avez moins de 10 mètres de haut sur votre balcon, on estime que c'est le regard de quelqu'un dans la rue, il regarde à 10 mètres de haut, pas plus. Personne ne fait ça pour regarder. Sauf s'il y a un truc de particulier. Mais quand on regarde dans la rue, on ne regarde pas plus que 10 mètres. Donc si vous avez des étages, trop d'étages, ça ne sert à rien, à moins qu'il y ait un immeuble en face qui vous regarde, ou comme sur certaines autoroutes, vous avez l'autoroute qui passe devant la maison. Donc il vous voit, il voit en voiture, il voit là aussi ça marche. Mais si vous êtes à Bnei Brak, à Ron, et que vous allumez au 3e étage, et que personne ne voit, vous n'avez rien gagné du tout, il faut allumer, il vaut mieux allumer dans la maison carrément. Voilà. Pas de questions? Si, moi je l'ai. Et dimanche, j'ai un mariage et je dois prendre. Baruch Hashem. Alors je prends ma Hanouki avec moi. Je vous ai répondu tout à l'heure. Pourquoi vous me faites répéter ce que je vous ai répondu 3 fois? Vous allumez avant et pour que ça dure jusqu'à 5h30. Oui, je ne peux pas à 5h30 puisque je pars à 4h30. Je vous allumez avant de partir et ça doit durer jusqu'à 5h30 chez vous. Mais on n'allume pas dans un mariage puisque c'est pas chez vous, ça n'a aucun sens d'allumer dans un mariage. Il faut allumer dans une maison où on habite. Ou dans un hôtel. Il faut que j'éteigne avant de partir. Alors vous éteignez avant de partir. Alors vous laissez allumer tranquillement, vous allumez dans un endroit où ça ne risque pas de tomber. C'est tout. Dans la maison, quand on est... Dans une cuisine ou sur un marbre pour que si ça tombe, ça ne se mette pas le feu à la maison. Dans la maison, quand on est au-dessus de 10 mètres, il y a un endroit où c'est mieux de la placer. Quand vous êtes au-dessus de 10 mètres. Quand on ne va pas la mettre au niveau de la fenêtre parce que ça ne sert à rien. Alors le mieux c'est de la mettre en face d'une mezouza. D'une mezouza, c'est-à-dire pas de la mezouza de la maison, parce que très souvent personne qui passe dans les couloirs, mais d'une des chambres principales de la maison.
La cuisine, le salon, la salle à manger, un endroit de passage, en face de la mezouza. Et comme on dit en hébreu, d'une façon brusque, nous passons à la pensée juive. Donc qu'est-ce qui se passe avec Hanouka au niveau de la pensée juive? Eh bien, c'est votre question que vous avez posée maintenant qui y répond. Nous avons donc là, dans la Gemara, qui nous dit, quand tu allumes à l'intérieur, allume en face d'une mezouza. Que la mezouza soit à droite quand tu rentres dans la pièce, et donc la Hanoukia sera à gauche. D'accord? Où tu mets la Hanoukia, sur le mur d'en face, tu mettras, enfin là où tu mets ta mezouza, sur le mur d'en face, tu mettras la Hanoukia. D'accord? Ça, c'est au mieux. Maintenant, si vous avez peur des enfants, surtout le Shabbat par exemple, vous avez peur que les enfants fassent tout tomber, donc vous, comme dit le Talmud, vous mettez sur la table et ça suffit. Vedayo. Donc, tant que ça n'est pas à une hauteur trop haute, vous pouvez le mettre n'importe où dans la maison. Évidemment, pas sous une étagère pour pas que vous mettiez le feu, pas besoin de le dire, et pas sur un endroit en bois ou en papier qui risquerait de mettre le feu par en dessous. Donc, prendre ses précautions, en haut et en bas, à droite et à gauche, pas de rideau, pas de truc, pas de gaz à côté, des choses élémentaires que les pompiers, malheureusement, répètent tous les ans, et les gens, ils ne réfléchissent pas, quoi. Il y a des gens, ils vous mettent à côté des bouteilles de gaz, ils vous mettent la Hanoukia, un Nérot, un Lalou. Celui qui a un petit truc, et la maison, c'est le réveillon, quoi. Donc la Chassidoute s'interroge sur cette opinion de la Gemara qui dit Hanoukia à gauche et mezouza à droite. Alors on sait très bien que la droite et la gauche, d'après la tradition, la droite représente le côté de la bonté, du chesed, de la générosité, là où on doit mettre le paquet, quoi. Ça, c'est la droite, côté droit. Yamin. D'accord? Comme l'histoire de la semaine dernière avec Rachel, quand elle a enfanté, elle a voulu appeler son fils Ben Oni, le fils de la misère, le fils de la tristesse. Et son mari, il a changé le nom, il n'a pas voulu ce nom-là. Il l'appelait Bin Yamin, le fils de la droite, le fils de la largesse. Donc il a transformé le désespoir de sa femme en disant non, il ne faut pas l'appeler Benoni, il faut l'appeler Binyamin, le fils de la largesse, de l'espoir. Donc ça c'est Yamin, la droite. Maintenant la gauche, Small. Small, la gauche représente justement la restriction de la lumière. Et c'est pas par hasard, je ne suis pas un grand analyste de la linguistique et de la sémantique, c'est pas par hasard qu'en anglais, le mot small veut dire petit, justement. En hébreu, ça veut dire la gauche, mais en anglais, ça veut dire le petit. Donc ça veut dire c'est le principe de la gauche, c'est de rapetisser l'influx. Le contraire de la droite. Small. Et donc, la question se pose, pourquoi mettons la Hanoukia à gauche et la mezouza à droite? Alors la Chassidoute nous dit, au nom du Harizal, bien évidemment, de la grande tradition de la Kabbalah, elle nous dit, la Hanoukia, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'utiliser la lumière, c'est que la Hanoukia, enfin les lumières de Hanouka représentent un échantillon du Or Aganouz, de la lumière cachée, que Dieu a cachée pour les justes, pour nous tous, quand le Mashiach viendra, dans le monde futur. Donc Dieu a créé le monde avec de la lumière, une vérité éclatante, mais comme il a vu qu'il allait y avoir des fautes dans le monde,
Donc il a dit, les méchants vont utiliser cette force de la lumière cachée, donc on va la cacher. Il l'a cachée, cette lumière, et on appelle ça Oraganouz. C'est pour ça que dans le nord, à côté de Rabbi Shimon, à Méron, il y a un petit village qui s'appelle Oraganouz. C'est des gens qui étudient la Kabbalah, des gens un peu babacool comme ça. Hein. Et donc, la lumière cachée, c'est la lumière qu'il y avait et que justement Adam Arishon n'a pas su entretenir dans le Gan Eden, et elle est réservée quand Mashiach viendra. C'est pour ça d'ailleurs que les commentateurs disent que le Shulchan Aruch, quand vous ouvrez le Shulchan Aruch, il y a écrit Madlikin Shmonet Yomei Chanukah. On allume les 8 jours de Chanukah, et les gens ont remarqué que le Shulchan Aruch a dit ça, Madlikin Shmonet Yomei Chanukah, c'est les initiales de Mashiach. Madlikin Shmonet Yomei Chanukah. Donc la lumière du Mashiach est implicite et inclus dans cette lumière de Hanouka, et c'est pour ça qu'on te dit tu n'as pas le droit de t'en servir pour l'instant. On ne peut pas s'en servir. Qui a le droit d'utiliser la lumière cachée? Rien que les grands tzadikim y ont eu droit et ne l'ont pas utilisé comme ça. Donc c'est pour ça qu'on te dit n'utilise pas la lumière trop profonde. Elle est pour l'instant, elle doit rester cachée. Diffuse-la au compte-goutte et utilise-la au compte-goutte. Maintenant on te dit, très bien, ça c'est la dimension la plus haute qu'il y a dans le Hanoukia, mais sinon, c'est quoi la lumière de Hanouka? C'est la lumière de la compréhension dans la Torah. La lumière de la Torah. Dans la Torah, tu as des choses incompréhensibles, et des fois, tu as des choses très compréhensibles. Des fois, tu as des choses très compréhensibles, des choses incompréhensibles. Donc, qu'est-ce que les gens aiment dans la Torah? C'est les choses compréhensibles. Les choses incompréhensibles, c'est un peu frustrant. D'accord? Donc, le fait de comprendre et d'aimer comprendre, ça te donne une satisfaction que tu n'as pas quand tu étudies des choses que tu ne comprends pas. Or, c'était justement la discussion avec les Grecs. Les Grecs disaient, et surtout les Juifs grecs, disaient, tout ce qu'on ne comprend pas, on ne s'occupe pas. On refuse. Qu'est-ce que c'est les histoires à dormir debout? Que quand on touche un mort, on est impur. Que quand si je suis impur d'un serpent, je ne peux pas toucher de l'huile, je ne peux pas toucher... C'est l'histoire à dormir debout que les sages ont inventé. Tout ce qui n'est pas intellectuel, j'en veux pas. Et donc, doucement, ils ont annulé toutes les mitzvot qui étaient liées avec des choses incompréhensibles. Brit Mila, 8 jours, Shabbat, arrêter, comme disaient les vieux d'avant. Mais qu'est-ce qu'il y a d'ouvrir le frigidaire? Il n'y avait pas de frigidaire dans le désert. Quel problème d'allumer la lumière du frigidaire? C'est pas un travail. Donc les gens, comme ils ne comprenaient pas, ils n'acceptaient pas. Donc on te dit, si tu vas sur ce chemin-là, ce que tu ne comprends pas, tu ne fais pas, eh bien tu feras de moins en moins de choses. Parce que quand tu grattes bien, il y a 99% des choses qui sont incompréhensibles dans la Torah. Pourquoi doit-on mettre un tzitzit avec des fils? Pourquoi? Parce qu'ils ont allumé des bougies, moi je dois en allumer. Pourquoi je ne dois pas mélanger du lait et de la viande? Si vous cherchez bien, pratiquement tout le judaïsme, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Même les lois qu'on fait en général, sur les lois du vol, etc. Mais pourquoi je ne volerai pas? C'est quand même plus intéressant de voler que de ne pas voler. Pourquoi vais-je me casser la tête à être honnête quand je peux être malhonnête? Donc, quand vous cherchez bien, vous voyez, il n'y a aucun intérêt à la Torah et les mitzvot, puisqu'on ne comprend rien. Donc on fait ce qu'on veut. Et donc les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre contre ça. Ils ont dit, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on comprend, mais même l'essentiel, c'est ce qu'on ne comprend pas. Cette lumière cachée qu'il y a dedans, on la comprendra un jour, mais pas maintenant. Donc qu'est-ce qu'il faut maintenant? Tant qu'on est en état de galoute,
il faut la soumission. L'essentiel du travail d'un juif en galoute pendant l'exil, jusqu'à ce que la lumière éclate au grand jour, c'est la soumission. Même si tu ne sais pas pourquoi, tu fais la chose. Et donc la soumission, par quoi est-elle représentée dans les mitzvot? Par la mezouza. Parce que la mezouza, qu'est-ce qu'elle écrit? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Elle montre l'unité de Dieu, que tu la comprennes ou tu la comprennes pas, il y a une unité de Dieu. Que tu penses que c'est difficile à admettre ou pas, l'unité de Dieu. Donc ça veut dire que d'ailleurs, Shema, tout le monde sait ça, Shema, Kriyat Shema, la lecture du Shema, c'est Ol Malchut Shamaim. Le joug du ciel qu'on prend sur soi. Donc c'est ce que veut nous dire le Talmud. Il nous dit, quand tu mets la Hanoukia dans la maison, mets la Hanoukia à gauche et la mezouza à droite. Ça veut dire que dans l'éducation de tes enfants, dans ta vie, dans ton chinour, dans ton éducation quotidienne, rappelle-toi que tu dois mettre le paquet, tu dois mettre à droite la soumission, et rien qu'à gauche, c'est-à-dire en secondaire, tu dois mettre la compréhension et le beau du système. D'abord, avant tout, vers la droite, en largesse, tu dois mettre la soumission. C'est la soumission qui fait tout. Et après, il y a la compréhension si elle a lieu. C'est pour ça qu'on a mis la Hanoukia à gauche, parce qu'on te dit, bien que ça représente la lumière, etc., comme tu ne la vois pas pour la galoute, mets-la en veilleuse, comme on dit. Mets-la à gauche, ne mets pas l'accent là-dessus. Pas comme quelqu'un dirait, je ne comprends pas ce qu'a dit Rachid, donc Rachid s'est trompé. Je ne comprends pas le pasouk, donc le pasouk, je le jette. Je ne comprends pas cette mitzvah, donc je ne la fais pas. Ça ne marche pas comme ça. C'est vrai que c'est tellement plus agréable de comprendre que pas comprendre, mais si jamais tu en viens à ne pas comprendre, et bien malgré tout, tu continues à faire. Parce que tu as la mezouza à droite. Tu te plies d'abord à la volonté de Dieu, même si elle est transmise par les sages, et donc c'est pas le Sinaï, c'est pas Moshe Rabbeinu, donc tu aurais dit, moi je vois pas l'intérêt de faire attention à ces trucs inventés à travers la génération, on est bourré de choses qui sont rajoutées. Si ce sont vraiment des minagim, des coutumes que les sages ont introduites, tu ne dois pas dire, comme je vous ai raconté l'histoire du Shamash, tu ne dois pas dire « Oh, ben maintenant il n'y a plus besoin, puisque... » Pourquoi? Parce qu'il y a un principe dans la tradition, c'est que quand les sages donnent une raison à ce qu'ils disent, alors si la raison disparaît, donc la chose peut disparaître. Ils te donnent une raison. La raison n'est plus, tu peux arrêter la chose. On t'a donné une raison. Donc c'est-à-dire que quand la raison n'est plus là, tu peux enlever. D'accord? Exemple classique. Un médicament Shabbat. À l'origine, pourquoi on n'avait pas le droit de prendre des médicaments Shabbat? Parce qu'on avait peur que tu piles, tu fasses de la chimie pour fabriquer un médicament. D'accord? Donc maintenant, aujourd'hui, où personne ne sait faire des médicaments à la maison, si tu n'as pas d'acamol, pour ton mal de tête, tu n'as pas... Attends, donne-moi du bisulfite, du bistruc, du staff, je vais t'en faire du l'acamol. Tu ne sais pas faire l'acamol, donc ou tu vas dormir, ou tu prends du thé. Donc il n'y a pas tellement de risque aujourd'hui que quelqu'un, s'il n'a pas de médicament, il va le faire. Parce qu'on n'est pas pharmacien. On n'a pas de laboratoire. Donc tu peux dire, effectivement, si Shabbat quelqu'un il a mal au crâne, dis-lui, moi je te dis rien, mais en réalité il peut prendre l'acamol. Parce qu'il n'y a aucun risque aujourd'hui que cette raison-là qu'on a donnée, elle se réalise. Donc, mais quand les Khamim n'ont pas donné de raison,
comme on a vu ça dans les halachot, il y a des tas de trucs de Rabbi Yehuda Chassid ou de la Gemara où il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Pourquoi l'eau du matin, tu ne dois pas la jeter par terre? Il n'y a pas de raison. Parce qu'il y a un mauvais esprit. Ce que je sais, moi, c'est un mauvais esprit. Quand on dit, comme c'est incompréhensible, fais attention. Donc quand tu mets une boîte de conserve sous ton lit, il ne faut pas manger. Quel rapport entre le lit et la boîte de conserve? Donc quand les Chachamim n'ont pas voulu te donner de raison, donc c'est là que tu dois faire attention, puisque personne ne peut avoir la force d'enlever la chose, puisqu'il n'y a pas de raison. De raison dévoilée, quoi. Donc ça veut donc dire que tout le judaïsme, il est basé sur des choses qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Donc si tu t'amuses à dire, moi si je ne comprends pas parfaitement, je ne fais pas, eh bien tu es comme les Grecs. Et donc tu vas vers vers la disparition de tout le système en fait. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, Hanoukia à gauche, donc la lumière, les raisons, etc., c'est bien beau, mais ça doit être à gauche. Ça doit être en diminué. Là où tu dois mettre l'accent, c'est sur la soumission, jusqu'à ce que se révèle la lumière rendue du Or Haganous. Quand Mashiach reviendra, à ce moment-là, tout sera clair. Et c'est pour ça que ce ne sera pas une grande difficulté pour les goïms ou pour les juifs de reconnaître la vérité de la Torah, parce qu'elle sera claire pour tout le monde. Quand Mashiach reviendra, aujourd'hui, il n'y a que les grands tzadikim qui perçoivent la vérité. Mais nous, on ne sait pas. Si vous avez un poulet qui n'est pas cachère devant vous, un poulet qui est cachère, c'est pas en le regardant que vous allez savoir. Alors que quand Mashiach sera là, un truc qui sera interdit, il criera « je suis interdit », et quelque chose qui est permis, il criera « oui, je suis permis, oui, je suis permis ». Donc vous n'aurez même pas besoin de papier cachère sur un chocolat ou sur un steak. Dès que vous voyez le steak, avec votre œil ragil, vous direz « ça c'est la méadrine ». Comment tu le sais? Tu vois pas la parole de Dieu qui se dégage. Et l'autre? Non, l'autre, ça se voit bien que c'est enfermé dans les forces du mal. On ne peut pas en manger. Aujourd'hui, s'il n'y a pas les halachot et les... vous ne pouvez pas savoir. Donc, aujourd'hui, on ne voit rien, donc on marche d'après la foi. Quand on verra tout, alors automatiquement, même Abou Mazen, même les grands terroristes du monde, ils diront Shema Israël, excusez-nous, on s'est trompé. Vous êtes les dépositaires de la lumière. Donc aujourd'hui, on marche d'après la mezouza, c'est-à-dire d'après la foi en Dieu. Et quand Dieu aura pitié de nous, il nous enverra le juste Messie qui nous dévoilera cette lumière cachée de Hanouka. Donc je vous souhaite une bonne fête et nous nous reverrons après Hanouka. Il n'y a pas de cours pendant la fête de Hanouka, qu'on se le dise.